Au Moyen Âge, le roi régnait avec un pouvoir presque illimité. Imaginez cependant qu'un tel souverain absolu transforme sa cour en un abattoir sanglant, un trône éclaboussé du sang de ses proches, un trésor béant de vide après des guerres dispendieuses, et un peuple qui maudit en chuchotant le nom de son souverain. Cela aussi, c'était le Moyen Âge. Le sort de nations entières dépendait des décisions du roi, et parfois même de ses caprices. Certains souverains sont entrés dans l'histoire comme des dirigeants éclairés et des héros. D'autres, cependant, ont laissé une trace sanglante, et leurs noms sont devenus le symbole de la tyrannie ou de l'incapacité. La société médiévale avait de grandes attentes envers les souverains. Le roi devait être généreux, juste et protéger la terre ainsi que l'Église. Les chroniques chantaient les rois chevaliers et les souverains saints. D'autant plus terrible était l'impact des cas où le roi se comportait exactement à l'opposé, cruellement, arbitrairement ou lâchement. Ces exemples négatifs, les chroniqueurs les décrivaient alors avec l'indignation appropriée. Du trône qui devait apporter ordre et justice, entre les mains d'un mauvais roi pouvait se répandre le chaos, l'oppression et la souffrance. Dans un royaume médiéval, le souverain était le centre de toute activité. S'il était sage et capable, le pays prospérait, les champs étaient fertiles, le commerce florissait, et le peuple vivait dans une paix relative. Mais quand sur le trône siégeait un roi incapable ou cruel, les conséquences étaient catastrophiques. De mauvaises décisions suffisaient, et tout l'empire pouvait sombrer dans le chaos. Le trésor se vidait, aux frontières s'amassaient les ennemis, et à la campagne éclatait la famine. Les sujets souffraient des guerres et de l'oppression, tandis qu'un tel dirigeant continuait souvent à vivre dans son monde luxueux d'intrigues à la cour royale. Qu'est-ce qui fait du roi le pire? Est-ce une cruauté sans limite, quand il n'hésite pas à verser le sang d'innocents? Ou au contraire, la faiblesse et l'incompétence qui mènent le royaume au bord de la destruction? Les chroniques médiévales nous ont laissé des descriptions colorées de souverains qui ont trahi les idéaux chevaleresques et ont semé l'effroi chez leurs contemporains. Certains ont même obtenu des surnoms peu flatteurs comme le cruel, le mauvais ou le maudit, qui parlent d'eux-mêmes. Dans cette vidéo, vous découvrirez plusieurs d'entre eux, des rois dont le règne s'est inscrit dans l'histoire de la manière la plus sombre. Ensemble, nous entreprendrons un pèlerinage à travers les siècles et les continents. Nous présenterons des souverains qui ont trahi leur propre famille, déclenché des guerres civiles ou noyé leur pays dans le sang et le chaos. Progressivement, nous révélerons quels dirigeants médiévaux comptent parmi les candidats sérieux au titre du pire roi de tous les temps. Dans un moment, par exemple, vous connaîtrez l'histoire de l'empereur dont la tyrannie a choqué même les Byzantins endurcis. Quel roi sera finalement le pire? Nous le découvrirons à la fin, et peut-être que la réponse vous surprendra. Préparez-vous à un récit historique à la fois fascinant et glaçant. Nous commençons par un regard sur le monde médiéval, où le pouvoir était concentré entre les mains d'un individu, et nous verrons combien terriblement dangereux cela pouvait être quand cet individu était un souverain sans conscience et sans retenue. Commençons. Les exemples les plus criards de dirigeants, les pires, sont sans aucun doute ceux qui régnaient par la peur et la violence. Ces rois et empereurs n'hésitèrent pas à utiliser la force brutale contre quiconque, ennemis, sujets, voire leur propre famille, juste pour conserver le pouvoir. Leur cruauté choquait souvent même leurs contemporains endurcis et laissait une trace terrifiante dans les chroniques. À la fin du XIIe siècle, l'Empire byzantin connut la tyrannie de l'empereur Andronique Ier Comnène. Cet homme passa sa jeunesse dans les intrigues et même des années d'emprisonnement chez ses proches, la dynastie régnante de l'époque. Quand il réussit à s'échapper et à s'emparer du trône en 1183, il déclencha une purge sanglante. Il fit exécuter ou aveugler une grande partie des membres de la famille impériale, afin que personne ne menace son pouvoir. Il est intéressant qu'au début, Andronique se présentait comme un défenseur de l'ordre. Après avoir pris le pouvoir, il fit exécuter des ministres corrompus
et obtint le soutien du peuple. Mais il s'avéra bientôt que son remède était pire que les maux originaux. Sa cour se transforma en une scène de réjouissance débridée et de tyrannie brutale. Selon l'historien de l'époque, Andronique était un homme de violence, de cruauté, de mutilation et de meurtre, et c'est exactement ainsi qu'il régna. Sa paranoïa augmentait. Il voyait des conspirations partout et n'hésitait pas à punir même les traîtres supposés par les méthodes les plus cruelles. À Constantinople régna une peur que la métropole n'avait jamais connue. La fin d'Andronique fut aussi drastique que son règne. Quand éclata contre lui une révolte, la foule en colère renversa l'empereur en 1185. Les rebelles capturèrent Andronique lors de sa tentative de fuite. S'ensuivit un règlement de compte public cruel. Pendant 3 jours, ils le torturèrent dans les rues de Constantinople. Ils lui arrachaient la chair du corps, lui crevèrent un œil et lui coupèrent une main, jusqu'à ce que finalement la foule le déchire en morceaux. Tel fut le sort du dirigeant qui n'avait semé dans son empire que terreur et sang. Même les chroniqueurs endurcis de l'époque écrivaient que Byzance n'avait jamais vécu quelque chose de tel. Andronique Ier compte ainsi parmi les dirigeants les plus terrifiants du Moyen Âge, dont le nom est devenu le symbole de la tyrannie absolue. La cruauté de certains dirigeants se manifesta aussi envers leur famille la plus proche. Un cas classique est le sort tiré des anciennes chroniques russes. Le grand prince Sviatopolk de Kiev, mort en 1019, entra dans l'histoire avec le surnom de Maudit, après avoir fait assassiner ses 2 propres frères. En 1015 mourut leur père Vladimir, dirigeant de la Russie de Kiev. L'ambitieux Sviatopolk craignait que ses frères Boris et Gleb puissent revendiquer le trône. Il engagea donc des assassins pour les éliminer de sang-froid. Les 2 frères cadets furent assassinés, et plus tard vénérés comme saints martyrs, tandis que Sviatopolk obtint un trône payé par un fratricide. Selon les chroniques, il fut cependant frappé d'une malédiction méritée. Il fut vaincu dans les combats avec un autre frère Yaroslav, s'enfuit de Kiev et mourut bientôt dans la honte. Les légendes russes le comparaient au Caïn biblique, qui ne trouva pas la paix pour son acte. Sviatopolk aussi vécut prétendument comme un proscrit poursuivi par la colère divine. Une histoire d'horreur similaire se trouve aussi dans notre histoire. En 935 eut lieu à Stara Boleslav un fratricide, quand le prince ambitieux Boleslav tua son frère aîné Venceslas, aujourd'hui vénéré comme saint patron de la terre tchèque. Selon la légende, Venceslas fut assassiné tôt le matin aux portes de l'église des saints Côme et Damien à Stara Boleslav, quand il allait prier. Il saisit le heurtoir de la porte, mais les hommes de Boleslav le poignardèrent sur le seuil du sanctuaire. Boleslav Ier obtint ainsi le pouvoir et devint prince, puis plus tard consolida l'État tchèque et est évalué comme un dirigeant capable. Mais la condamnation morale de cet acte lui valut le surnom de cruel, comme Boleslav le Cruel. Il est encore aujourd'hui rappelé le souverain, qui n'hésita pas à verser le sang de son propre frère pour son propre profit. Cela aussi illustre que le Moyen Âge connaissait des souverains sans retenue, et leurs crimes se retournaient souvent aussi contre leur famille. La Castille médiévale, l'Espagne actuelle, eut au XIVe siècle un souverain, que l'histoire se souvient comme le Cruel. Pierre Ier de Castille monta sur le trône en 1350 comme un jeune homme de 16 ans. Au début, il semblait prometteur, mais il s'avéra bientôt que son caractère était violent et impitoyable. Il éliminait ses ennemis et rivaux potentiels sans compassion. Selon les chroniques, Pierre fit exécuter des dizaines de nobles et de rebelles, et beaucoup de sa propre main. Le jeune roi se laissa aussi influencer par une relation passionnée avec sa maîtresse Maria de Padilla, à cause de laquelle il répudia pratiquement sa femme légitime Blanche de Bourbon. Cela provoqua l'indignation chez la noblesse et renforça sa mauvaise réputation. Son règne se transforma en une série d'intrigues et de violences. Pierre ne s'arrêta même pas devant le meurtre de sa propre famille. Il élimina plusieurs de ses demi-frères qui le menaçaient. Et même sa femme, la princesse française Blanche de Bourbon, il la fit emprisonner et probablement empoisonner.
La cruauté de Pierre lui valut l'excommunication du pape. L'Église le condamna pour la persécution et les meurtres de personnes ecclésiastiques et laïques. Parmi le peuple, il obtint 2 surnoms. Ses adversaires l'appelaient le Cruel, en espagnol, El Cruel, tandis que ses partisans l'appelaient, paradoxalement, le Juste, El Justo, car ils affirmaient qu'il ne punissait durement que les coupables. Le règne de Pierre le Cruel plongea cependant la Castille dans le chaos et la guerre civile. Contre le roi se révolta son demi-frère Henri de Trastamare, qui obtint le soutien de la noblesse mécontente. Après des années de guerre, les 2 frères s'affrontèrent en 1369 dans la bataille décisive de Montiel. Pierre y tomba dans un piège, et dans la mêlée qui suivit, Henri le transperça personnellement d'un poignard dans la tête, sous les yeux des spectateurs. Frère tua frère au milieu de la tente où ils devaient se réconcilier. Ainsi finit Pierre le Cruel, tué par un membre de sa propre famille, aussi impitoyable qu'il l'était lui-même. La mort du roi ferma l'un des chapitres les plus sanglants de l'histoire castillane. Le nouveau roi Henri II s'arrangea pour que la réputation de son frère reste à jamais noire, les chroniqueurs écrivant sur les cruautés de Pierre avec horreur, et la dynastie des Trastamare ne le dépeignait que sous les couleurs les plus sombres. Quel que fût Pierre en réalité comme souverain capable ou incapable, l'histoire se souvient de lui principalement comme d'un tyran qui ne reculait devant aucun meurtre et dont la fin fut aussi violente que sa vie. Il vaut la peine de mentionner que la cruauté extrême dans le gouvernement n'était pas étrangère non plus à d'autres dirigeants médiévaux, même ceux qui ne portaient pas le titre royal. Par exemple, le prince valaque Vlad III, Dracula, 1431 à 1476, entra dans l'histoire sous le surnom d'Empaleur. On raconte par exemple qu'il fit clouer sur la tête des turbans aux envoyés turcs qui refusèrent de se découvrir devant lui, pour qu'ils sachent qu'il ne les enlèverait plus jamais. Ce dirigeant de la Roumanie actuelle devint célèbre pour sa méthode d'exécution maladivement cruelle. Il faisait empaler en masse ses ennemis sur des pieux et mourir dans l'agonie. Selon les légendes, il tua ainsi des dizaines de milliers de personnes, et ses actes sanglants terrifièrent même les ennemis ottomans. Tandis que les chroniques locales le dépeignaient aussi comme un protecteur implacable du pays contre l'invasion étrangère, et dans la tradition roumaine, il est perçu en partie comme un héros. En Europe, il devint le symbole du tyran sadique. Il inspira même la légende du vampire Dracula. L'histoire de Vlad l'Empaleur montre ainsi que les dirigeants les plus cruels ont laissé une trace dans la littérature populaire et nous donnent encore aujourd'hui des frissons. Un autre exemple de tyran est le roi qui clôt le Moyen-Âge aux portes de l'époque moderne. Christian II de Danemark, 1481 à 1559. Pourquoi le mentionnons-nous ? Parce qu'aux yeux des Suédois, ce dirigeant devint la personnification de la trahison sanglante. Il l'appelait Christian le Tyran. Comme roi du Danemark et de Norvège, il s'empara en 1520 aussi de la Suède, qui tentait de se libérer de l'union de Kalmar. Christian invita les dirigeants suédois à faire la paix à Stockholm, où il les fit cependant traîtreusement arrêter et pendant le soi-disant bain de sang de Stockholm, fit exécuter environ 80 nobles et bourgeois. Ce massacre, exécuté malgré les promesses de grâce, ébranla toute la Scandinavie et grava à Christian la réputation d'un monarque cruel et perfide. Les Suédois se libérèrent bientôt sous la direction de Gustav Vasa, et Christian II perdit le trône. Son histoire prouve qu'à la fin du Moyen-Âge encore apparaissèrent des souverains, dont le nom devint le symbole de la tyrannie et de l'effusion de sang. Les tyrans représentent donc une phase des pires souverains du Moyen-Âge. Mais pour s'inscrire dans les listes noires de l'histoire, il ne fallait pas toujours que mène la soif de sang. Parfois, l'incapacité ou la faiblesse suffisait pour que le règne d'un roi apporte la ruine. Dans un moment, nous verrons quelles conséquences néfastes pouvait avoir le règne de souverains qui ne maîtrisaient pas leur rôle, que ce soit par manque de capacité, malheur ou faiblesse personnelle. Tout roi qui échouait
ne devait pas nécessairement être un tyran sadique. Certains se sont inscrits dans l'histoire comme parmi les pires, simplement en échouant grossièrement dans le rôle de dirigeant. Que ce soit par leur propre incapacité, de mauvais conseils, l'instabilité mentale ou simplement la malchance, leur règne mena aux catastrophes. Guerres perdues, chaos dans le pays, ou chute des dynasties. Le Moyen Âge connut de nombreux cas où le roi ne savait pas faire face aux ennemis et son empire s'effondrait entre ses mains. L'un des premiers rois médiévaux, qui est souvent désigné comme très incapable, était le souverain anglais, Ethelred II, non dit l'indécis, en anglais, The Unready. Il régna au tournant des Xe et XIe siècles en Angleterre, monta sur le trône déjà à 7 ans, après que son demi-frère Édouard le Martyr eût été assassiné dans des circonstances obscures. Le pays obtint donc un roi enfant sans expérience. D'ailleurs, le surnom indécis ne naquit pas par hasard. C'est une traduction du mot anglo-saxon Unread, qui était un jeu de mots avec son nom. Ethelred signifie noble conseil, tandis qu'un raed désigne mauvais conseil. Ainsi désignèrent les chroniqueurs le roi, qui ne savait pas réagir efficacement aux menaces. Ethelred ne savait pas réagir efficacement aux menaces. Au lieu d'actions militaires résolues, il choisissait souvent les pots de vin et les accords. Les Vikings ravageaient répétitivement la côte anglaise, et Ethelred leur payait pour la paix d'énormes sommes, le soi-disant Dangeld, paiement danois. Ce rachat coûteux n'avait qu'un effet à court terme. Les Nordiques revenaient toujours avec encore plus d'appétit pour les richesses de l'Angleterre. Le sommet de l'imprudence d'Ethelred arriva en 1002, quand il émit un ordre de massacre en masse des colons danois en Angleterre, connu comme le massacre de la Saint-Brice. Il espérait ainsi affaiblir la potentielle 5e colonne. L'effet fut cependant inverse. La nouvelle du massacre mit en colère le roi danois Sven, à la barbe fourchue, au point qu'il commença une invasion, dans le but de venger ses compatriotes. Ethelred ne fut pas capable de repousser l'invasion. En 1013 tomba sous l'assaut des Danois tout son royaume, et Ethelred dut s'enfuir en exil. Bien qu'après la mort de Sven, il récupéra brièvement le trône, l'Angleterre se retrouva bientôt entre les mains de la dynastie danoise de Knut le Grand. Ethelred II échoua ainsi aux yeux de l'histoire, dans presque tous les aspects. Il ne savait pas défendre l'Empire, épuisa le trésor royal par des paiements de rançons vains, et son indécision et ses actions cruelles précipitées, comme le massacre mentionné, n'apportèrent au pays que la ruine. Les chroniqueurs médiévaux, ainsi que les historiens ultérieurs, l'évaluent comme l'un des dirigeants les moins efficaces d'Angleterre. Bien qu'il n'appartint pas au tyran, par son incompétence, il priva son pays d'indépendance, ce qui est le signe d'un règne vraiment triste. Quand on dit « le pire roi médiéval », à beaucoup de connaisseurs de l'histoire vient à l'esprit Jean Santerre, John Lackland, roi anglais, du tournant des XIIe et XIIIe siècles. Jean Ier était le fils cadet du célèbre Henri II Plantagenet et frère du légendaire Richard Cœur de Lion. Le surnom Santerre, littéralement Santerre. Il l'obtint parce que, comme descendant cadet, il ne reçut aucun apanage lors du partage des possessions familiales. Déjà comme prince, il se forgea une réputation de traître. Le moine Gérald de Galles écrivit sur Jean, âgé de 19 ans, qu'il était comme de la cire recevant les empreintes du mal, mais endurci envers ceux qui l'avertissent. Effectivement, Jean trahit son père et son frère dans le but d'obtenir le pouvoir, et après la mort de Richard Cœur de Lion en 1199, il monta lui-même sur le trône. Le règne de Jean fut marqué par l'incompétence en politique étrangère et la cruauté en politique intérieure. Il perdit d'abord catastrophiquement la guerre contre le roi français. En quelques années, il perdit presque tous les territoires que l'Angleterre possédait dans la France de l'époque, y compris la précieuse Normandie, en 1204. Cet échec le priva de prestige et de revenus, et Jean
furieux et coupé de ses possessions continentales, se concentra alors sur le resserrement de son pouvoir chez lui. Il imposa à la noblesse anglaise et au peuple des taxes et redevances insupportables. Il abusait du droit royal de percevoir des amendes pour divers privilèges, mariages, héritages, etc. et exigeait des sommes absurdement élevées. À un baron, il aurait facturé une somme correspondant à plusieurs millions de dollars actuels pour qu'il puisse se marier. Il vendait aussi les jugements de justice à celui qui payait le plus. Ces pratiques mirent de nombreuses familles nobles à la ruine et valurent à Jean leur haine profonde. Pire encore était la vengeance personnelle et la cruauté du roi. Selon les témoignages de l'époque, Jean fit emprisonner en 1203 son jeune neveu Arthur de Bretagne, fils de son frère, et celui-ci mourut ensuite dans des circonstances mystérieuses. Tous soupçonnaient qu'il avait été assassiné sur ordre de Jean, pour ne pas gêner les prétentions de Jean. Un autre noble qui déplut à Jean, il le persécuta si acharnément qu'il fit mourir de faim sa femme et son fils dans une famine. On racontait aussi que Jean séduisait et abusait des femmes et filles de ses barons, ce qui naturellement ne lui gagna aucune loyauté. Le roi entra aussi en conflit avec l'Église. Il ne reconnut pas l'élection de l'archevêque, et le pape Innocent III lui infligea l'excommunication. Jean réagit en confisquant les biens de l'Église et en opprimant le clergé. Il se fit ainsi des ennemis parmi le peuple ordinaire, et de plus irrita les moines chroniqueurs qui écrivaient de l'histoire. C'est précisément de leur plume que proviennent les déclarations dépeignant Jean comme un tyran impie. Un moine lui attribua même un épitaphe terrifiant. L'enfer lui-même serait répugnant, mais à la présence du roi Jean le rend encore plus répugnant. Des mots si forts prouvent combien Jean était un souverain immensément haï de son époque. Le résultat du règne despotique de Jean fut une révolte ouverte des barons anglais. En 1215 se souleva contre lui une armée de nobles et força le roi à reconnaître la soi-disant Magna Charta Libertatum, grande charte des libertés, qui limitait les droits du souverain et garantissait à la noblesse et à l'Église certaines assurances. Jean signa, mais ne respecta quand même pas l'accord, si bien que le conflit continua comme la première guerre civile de l'histoire anglaise. Le royaume sombra dans le chaos. Jean sans terre mourut finalement en 1216 au milieu de la guerre en cours, selon toute apparence de dysenterie qu'il attrapa pendant la campagne. La légende dit qu'avant sa mort, il réussit encore à perdre aussi le trésor royal. Lors de sa fuite devant les révoltés, sa colonne se dirigea en octobre 1216 par un raccourci à travers les marécages traîtres de la baie de Wash. Le roi pousse impatiemment ses cortèges, mais sous les roues des lourds chariots s'effondre soudain la terre détrempée. Chevaux et serviteurs se noient dans la boue, tandis que le courant de la marée monte impitoyablement. Dans l'agonie de la confusion disparaissent dans le marécage les coffres avec les joyaux de couronnement, l'or et les trésors royaux, comme si la terre elle-même avait englouti les symboles du règne de Jean. Le roi lui-même échappa de justesse avec la vie sauve. Jean laissa derrière lui la réputation du pire souverain probablement de l'histoire anglaise. Les descriptions médiévales et modernes le dépeignent comme l'exemple d'un dirigeant corrompu, incapable et cruel, qui mena son pays au bord de la ruine. Dans les légendes anglaises, il devint l'archétype du méchant roi Jean. Par exemple, dans les histoires de Robin des Bois, il apparaît précisément comme oppresseur du peuple. Les rois ultérieurs d'Angleterre évitèrent de préférence le nom Jean. Aucun autre roi Jean ne monta jamais plus sur le trône anglais. Cela aussi témoigne de la tâche que Jean sans Terre laissa sur la réputation royale. Parfois, le problème n'était pas dans la mauvaise volonté ou l'avidité du roi, mais simplement dans son caractère faible ou son impréparation mentale. Au début du XVe siècle, régnèrent en Europe 2 monarques, dont l'incapacité à gouverner d'une main ferme plongea leur pays dans le chaos et les guerres. Le premier fut le roi tchèque et Romain Venceslas, 4e, 1378 à 1419, fils du grand Charles IV. Venceslas hérita d'un empire énorme et de hautes ambitions,
Mais il manquait des capacités de son père. Il est souvent décrit comme un souverain hésitant, paresseux, qui donnait la préférence à la chasse et au festin plutôt qu'au devoir de dirigeant. Sous son règne s'exacerbèrent les conflits avec la noblesse tchèque et l'Église. Les seigneurs mécontents le capturèrent même en 1394 et l'emprisonnèrent pour s'imposer des concessions. Le roi ne savait pas résoudre efficacement la tension religieuse après les prédications du réformateur Jean Hus. Quand Hus fut brûlé en 1415, malgré la faible défense du roi, le pays commença à se radicaliser. Venceslas IV était trop passif, et ainsi l'agitation se transforma en révolution. Peu après sa mort éclatèrent les guerres hussites, le conflit le plus destructeur que les pays tchèques médiévaux vécurent. Beaucoup de contemporains et d'historiens modernes attribuent à l'incapacité et à l'indécision de Venceslas de ne pas avoir détourné le danger à temps. Un sort similaire frappa aussi le roi anglais Henri VI, 1422 à 1461, 1470 à 1471. Henri VI monta sur le trône comme nourrisson après son célèbre père Henri V, qui avait presque conquis la France. Le jeune roi, cependant, n'avait ni les capacités ni l'énergie de son père. Il était pieux et doux, mais aussi indécis, dépendant de conseillers et sous l'influence de sa femme combative Marguerite d'Anjou. Sous son règne, l'Angleterre perdit rapidement tous les territoires conquis en France. La guerre de 100 Ans se termina par une défaite honteuse des Anglais et la perte même d'une ville aussi prestigieuse qu'Orléans, que défendit Jeanne d'Arc. Henri souffrait de plus de maladies mentales. Il tombait dans de longs états apathiques, où il n'était absolument pas capable de gouverner. Cette situation fut exploitée par la faction noble rivale de la maison d'York et déclencha la guerre dynastique pour le trône, connue sous le nom de guerre des Roses. Le roi Henri VI fut déposé et vécut littéralement la plupart de sa vie comme une marionnette tenue alternativement par les deux camps du conflit. Il fut finalement assassiné en prison en 1471. Il est intéressant qu'Henri VI était personnellement pieux et éduqué. Il fonda des collèges universitaires, par exemple Eton College, et agissait plutôt comme un moine que comme un souverain. Son règne fut une catastrophe pour l'Angleterre. Il perdit toutes les possessions étrangères, plongea le pays dans la guerre civile, et la dynastie des Lancastre déclina avec lui. Venceslas IV et Henri VI sont des exemples de rois qui ne surent pas répondre aux attentes et maintenir la stabilité. Par leur passivité ou incompétence, ils permirent la désintégration de leur pays. Bien qu'on ne puisse les désigner comme cruels tyrans, plutôt au contraire, ils étaient plutôt faibles ou malades, le résultat de leur règne fut peut-être aussi néfaste que si une main mauvaise avait gouverné. Il apparaît ainsi que même un souverain, bienveillant ou faible, peut entrer dans l'histoire comme un mauvais roi si ses défauts causent une tragédie nationale. Nous avons donc vu différents visages du mauvais souverain, des despotes sanguinaires aux faibles incapables de gouverner. Mais peut-être vous demandez-vous, qui détermine en fait que tel ou tel roi était le pire ? Car l'image des souverains était souvent formée par les chroniqueurs de l'époque et les historiens ultérieurs, qui pouvaient ne pas être impartiaux. Dans un moment, nous examinerons donc comment la réputation du pire roi peut être déformée, et si certains dirigeants n'ont pas reçu un jugement trop cruel de l'histoire. En conclusion de notre enquête sur le pire roi du Moyen-Âge, il convient de se demander dans quelle mesure ces réputations noires sont justes. Car l'histoire est écrite par les vainqueurs, et aussi par les chroniqueurs qui avaient leurs propres objectifs, sympathies et critères moraux de l'époque. Le chroniqueur médiéval regardait le roi comme le représentant de Dieu sur terre. Si le souverain se comportait de manière vicieuse ou échouait, les chroniques le critiquaient sévèrement. Parfois l'image d'un souverain prétendument horrible était dépeinte intentionnellement de manière déformée, pour des raisons politiques ou par rancune personnelle. D'autres fois, au contraire, on oubliait que même le méchant roi pouvait avoir des côtés lumineux, ou que sa cruauté s'inscrivait dans le contexte de l'époque. Un exemple de souverain
dont la mauvaise réputation vient peut-être en partie de la propagande politique, est Richard III d'Angleterre, 1004, 183 à 1485. Bien qu'il ait régné seulement brièvement, il entra dans l'histoire comme l'archétype de l'usurpateur scélérat. Dans les légendes, le roi bossu qui assassina ses petits-neveux dans la tour pour s'emparer du trône. Cette image se grava dans la conscience, surtout grâce à la pièce shakespearienne Richard le III, qui dépeint Richard comme le mal pur. Mais Shakespeare s'inspirait de la chronique des Tudors, et les Tudors, qui vainquirent Richard, avaient de grand intérêt à le présenter sous le jour le plus mauvais. Le vrai Richard III était sans aucun doute un dirigeant dur, et les soupçons de l'élimination des princes, enfants de son frère Édouard IV, pèsent sur lui encore aujourd'hui. Les historiens débattent encore pour savoir s'il fit assassiner ses neveux, ou si quelqu'un d'autre était derrière leur disparition. Il est certain que Richard s'empara du trône de manière contestable, mais pendant son règne de 2 ans, il ne gouverna pas particulièrement mal. Il tenta de réformer le système judiciaire et d'obtenir le soutien dans le pays. Rien de cela ne l'aida cependant quand en 1485, il tomba dans la bataille de Bosworth contre Henri Tudor. La nouvelle dynastie eut alors des raisons de noircir la mémoire de Richard pour légitimer sa propre prétention. La légende noire de Richard le III exagère donc peut-être sa méchanceté. Les historiens modernes tentent de séparer les faits de la propagande, et tandis que personne ne prétend que Richard était un saint, certains soulignent qu'il n'était pas pire que d'autres dirigeants rudes de l'époque. Dans ce cas donc, le pire roi pouvait être au moins partiellement une création de la propagande ennemie. Un exemple intéressant où un surnom peu flatteur peut tromper est Guillaume Ier de Sicile, 1154 à 1166, connu comme Guillaume le Mauvais. Cette dénomination, il l'obtint des barons rebelles de son royaume qui se révoltèrent contre son règne. Selon une légende provenant des chroniques, Guillaume, dans sa colère, tua même son propre petit-fils d'un coup de pied, après que l'enfant l'eut couru saluer joyeusement après sa libération de captivité. Cette histoire atroce devait prouver l'inhumanité du roi. Les historiens modernes soulignent cependant que Guillaume Ier était en réalité un dirigeant capable. Il réprima la conspiration noble, maintint la stabilité de la Sicile et était connu pour sa tolérance religieuse. À sa cour œuvraient même des savants musulmans. Il est possible que le surnom « mauvais » lui fût attribué par ses ennemis, qui perdirent la lutte pour le pouvoir, et l'histoire l'inscrivit ainsi de manière partiale. Le cas de Guillaume de Sicile montre qu'évaluer un souverain seulement selon le surnom de l'époque peut être trompeur. Le pire roi, pour les uns, pouvait être un dirigeant tout à fait capable pour les autres. De l'histoire tchèque, nous connaissons le cas d'un roi dont la perception diffère selon qui on interroge. Sigismond de Luxembourg, 1368 à 1437, fils de Charles IV, est souvent dépeint dans la tradition tchèque comme une figure négative, un traître qui fit brûler Jean Hus et mena des croisades contre les Hussites. Les Hussites tchèques lui donnèrent le surnom méprisant de renard roux pour sa ruse, entre autres, pour ne pas avoir respecté la promesse de sauf-conduit pour mettre Jean Hus au concile de l'Église, et ses cheveux roux. Dans la tradition nationale, Sigismond est le symbole de la trahison royale et de la cruauté envers le peuple tchèque. Mais du point de vue de la politique européenne, ce même Sigismond était un souverain respecté. Il devint empereur du Saint-Empire romain germanique, tenta de réformer l'Église et organisa la défense de l'Europe contre l'Empire ottoman, bien que sans succès dans la bataille de Nicopolis. Sigismond n'était pas un saint. Il était ambitieux et n'hésitait pas à agir durement contre les hérétiques. Mais il n'était pas non plus, unilatéralement, incapable ou mauvais dans le contexte de son époque. Sa mauvaise réputation dans l'environnement tchèque est en partie la conséquence du mythe national et de la mémoire collective qui fit de lui le méchant roi pour la nation tchèque. Cet exemple nous rappelle que le pire roi peut être un concept relatif. Cela dépend de l'angle sous lequel nous l'évaluons.
il vaut la peine de mentionner aussi les exemples où le surnom du dirigeant est en contraste frappant avec ses résultats. Par exemple, le roi français Jean II, dit le Bon, Jean le Bon, régna de 1350 à 1364, mena paradoxalement le pays dans l'une des pires crises de la guerre de Cent Ans. En 1356, il fut vaincu et capturé dans la bataille de Poitiers par les Anglais. Et pour sa libération, la France dut payer une rançon écrasante. S'ensuivit la révolte paysanne, jacquerie et le chaos intérieur. Jean le Bon ne fut donc objectivement pas un très bon roi. Son surnom fait plutôt référence à la courtoisie chevaleresque qu'à un règne réussi. De même, Charles VI de France régna de 1380 à 1422, obtint le surnom de fou à cause de sa maladie mentale, qui le rendait souvent incapable de gouverner. Pendant sa démence, la France se débattit dans la guerre des Armagnacs et des Bourguignons et faillit succomber à l'Angleterre. Charles VI reconnut finalement le roi anglais comme héritier du trône français. Aujourd'hui, nous le rangeons parmi les très mauvais souverains de France, bien qu'il ne portât personnellement pas la responsabilité de sa maladie. Ces exemples rappellent que l'évaluation des souverains peut osciller entre les qualités personnelles et les actes effectifs, et que l'histoire a parfois donné un surnom qui ne raconte qu'une partie de l'histoire. Comme nous le voyons donc, la désignation de pire roi peut dépendre de l'angle de vue et des sources historiques. Nous avons cependant dans cette vidéo connu plusieurs dirigeants sur lesquels la plupart des sources s'accordent sur leur réputation extraordinairement mauvaise. Qui d'entre eux est vraiment le pire absolu ? Cette question n'est pas facile à répondre, et peut-être n'y a-t-il même pas une réponse objective. Cela dépend plutôt des critères choisis. Un roi tyran ou un roi incapable est-il pire ? Pour le peuple ordinaire, le règne d'un despote cruel était probablement plus terrible. Il apportait des souffrances directes, la violence et la peur. D'autre part, un dirigeant incapable pouvait causer des guerres étendues et l'effondrement du royaume, ce qui affectait aussi la vie de milliers de personnes. En d'autres termes, la tyrannie et l'incapacité peuvent avoir des conséquences également tragiques, juste de manière différente. En tout cas, les histoires de ces souverains nous offrent des leçons précieuses, et c'est précisément à cela que nous nous consacrerons maintenant, en conclusion. Qui fut donc le pire roi de l'histoire médiévale ? Après toutes ces histoires, nous voyons qu'un verdict unanime n'existe pas. Chacun des candidats à ce titre peu flatteur excellait différemment. L'un dans la cruauté insensible, l'autre dans l'incapacité catastrophique. Si nous devions en nommer un, beaucoup de voix iraient probablement à Jean. Santerre. Celui-ci est régulièrement désigné dans les classements historiques, comme le pire souverain anglais de tous les temps, et est devenu l'exemple scolaire du mauvais roi. Mais Andronique, Pierre, Ethelred ou d'autres, que nous avons mentionnés, pourraient aussi concourir pour cet honneur douteux. La vérité est que le pire roi est dans une certaine mesure une désignation subjective. Que pouvons-nous cependant retenir des sorts de ces dirigeants ? D'abord l'avertissement que le pouvoir absolu concentré entre les mains d'un individu peut mener à d'énormes souffrances si cet individu manque de morale ou de capacité. La société médiévale n'avait que des mécanismes limités pour contrôler les rois, et ainsi, quand monta sur le trône un tyran ou un faible, les conséquences étaient écrasantes. Ce n'est pas par hasard que précisément au Moyen Âge naquirent les premières tentatives de limiter le pouvoir royal par la loi, comme la Magna Charta, en 1215, ou de refuser l'obéissance à un dirigeant injuste. Les gens apprirent des extrêmes que présentèrent des rois comme Jean Santerre ou d'autres. Malgré tout le temps qui nous sépare du Moyen Âge, le message reste actuel. Aujourd'hui, certes, les rois et reines règnent la plupart du temps seulement symboliquement. Mais les mauvais dirigeants n'ont malheureusement pas disparu de l'histoire. Ils prennent seulement d'autres titres et formes de pouvoir.
Même dans le monde moderne, nous connaissons des dictateurs et des tyrans qui oppriment leur peuple ou mènent leurs États à la ruine par une direction incompétente. Les histoires des pires rois médiévaux nous rappellent combien il est important d'avoir des institutions et des mécanismes de contrôle qui empêchent qu'une seule personne puisse causer de tels dégâts. Et elles nous avertissent aussi que le charisme ou l'origine noble ne garantissent pas le bon gouvernement. Ce sont les actes qui décident. En même temps, il est fascinant que même des chapitres sombres de l'histoire puissent naître le progrès. La tyrannie de beaucoup de ces rois provoqua la résistance et mena aux réformes qui finalement renforcèrent la justice et le droit. Par exemple, la Magna Charta, imposée à Jean sans Terre, devint la base du gouvernement parlementaire. L'histoire montre ainsi que le mal incite parfois involontairement le bien, même si le prix est souvent élevé. Les histoires des pires rois sont donc instructives aujourd'hui encore. J'espère que cette vidéo vous a offert un nouveau regard sur les dirigeants célèbres et peu glorieux du Moyen-Âge, et que vous en avez retiré non seulement des curiosités, mais aussi une réflexion sur les qualités que devrait avoir un bon dirigeant. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, je serais content que vous lui donniez un like et que vous la partagiez avec vos connaissances. Je me réjouis de vous retrouver pour le prochain épisode. Au revoir.